Je m'appelle Élise Marchand. J'ai 37 ans. Et je suis garée devant mon immeuble du 15e dans une BMW X5 blanche, immaculée, qui sent le cuir neuf et l'argent, et je n'arrive pas à monter. Pas parce que j'ai peur d'Arnaud, pas exactement. Parce que 40 minutes plus tôt, un garagiste que je n'avais jamais vu de ma vie m'a regardé droit dans les yeux à travers la vitre de l'accueil et il m'a dit « Ne vous servez pas du GPS de cette voiture si vous voulez garder votre vie privée. » Et ce n'est pas la façon dont on dit un avertissement. C'est la façon dont on dit quelque chose qu'on porte depuis le moment où on l'a trouvé. Comme s'il avait passé les 40 dernières minutes à chercher comment me l'annoncer, et que c'était simplement la manière la plus honnête qu'il avait trouvée. Je suis là, moteur éteint, les mains toujours sur le volant, et je pense au visage d'Arnaud le soir où il m'avait amené dans le parking en me couvrant les yeux, ses paumes chaudes sur mes tempes, sa voix basse qui disait « Attends, attends, encore un peu ». Et ce que je sens au creux de l'estomac en ce moment n'a rien à voir avec la voiture. Ça a à voir avec ce que je savais déjà et que je choisissais de ne pas regarder en face. Laissez-moi revenir au début. J'ai grandi à Lille, dans le quartier de Oisem, une maison propre, une famille qui ne gaspillait ni l'argent ni les mots. Mon père, Bernard, était contremaître dans une ancienne usine textile reconvertie. Ma mère, Michel, était aide-soignante à mi-temps. 2 frères aînés. Thomas, qui est resté à Roubaix, et Rémi, qui est parti à Bordeaux il y a longtemps et qu'on voit aux fêtes. On était une famille qui gérait les choses. Il y avait toujours quelque chose à gérer. Ma mère est l'une des personnes les plus capables que j'ai jamais connues. Et aussi l'une des plus solitaires. Longtemps, je n'ai pas compris que ces deux choses pouvaient coexister aussi naturellement chez quelqu'un. La maison était tenue, les fins de mois arrivaient. On n'avait pas le droit de laisser la vaisselle dans l'évier, ni d'aller se coucher en colère. Mais personne n'expliquait ce qu'on était censé faire avec la colère si on ne pouvait pas dormir avec. On la mettait quelque part. Mon père a perdu son travail quand j'avais 13 ans, 6 mois de chômage suite à une restructuration. J'ai regardé ma mère gérer la maison sans une seule plainte visible. Elle avait un carnet à spirale marron dans le tiroir de la cuisine, où elle notait tout. Les dépenses, les priorités, ce qu'on pouvait décaler et ce qu'on ne pouvait pas. Ce carnet m'a appris que l'organisation était une forme de dignité. Que tenir une liste, c'était tenir debout. Je ne sais pas exactement quand j'ai décidé que la meilleure façon de survivre aux gens était d'avoir besoin d'eux moins qu'ils ne pouvaient donner. Mais j'ai pris cette décision jeune. Et pendant longtemps, elle m'a rendu service. Et c'est aussi exactement la qualité qui a rendu possible ce qu'Arnaud a fait. Parce que la chose avec une femme qui sait se rendre plus petite, c'est qu'on la sous-estime très facilement. Et qu'on peut la surveiller très facilement. Si vous avez déjà appris à vous effacer auprès de quelqu'un qui était censé vous aimer, si vous vous êtes déjà surpris à vous corriger, à vous ajuster, à réduire vos besoins pour maintenir la paix, vous comprenez déjà quelque chose à ce que je vais vous raconter. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Je ne fais pas de spectacle, je vous dis simplement la vérité. Maintenant, laissez-moi continuer. Je me suis payé mes études à Lille, licence de droit privé, puis master, grâce à une bourse partielle et au week-end en caisse chez Auchan sur le boulevard de la Liberté. Le master a pris 3 ans au lieu de 2, parce que ma mère a eu une phlébite en 2e année et que je suis rentrée à Oisem 2 mois pour l'aider. Je n'ai prévenu aucun de mes professeurs que je partais, parce que j'avais peur que ça ressemble à un abandon. Je suis juste rentrée. Je suis juriste dans un cabinet parisien, Tessier et Associés, dans le 8e. Je gère des contrats commerciaux, je négocie avec des gens qui ont souvent plus de moyens que de bonne foi, et je rédige avec une précision qui impressionne parfois mes collègues. Pas parce que je cherche à impressionner, mais parce que les mots mal posés coûtent cher, et je l'ai appris avant eux. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que j'ai construit ce que j'ai sans filet. L'appartement dans le 15e. J'ai signé le bail toute seule avant de rencontrer Arnaud. Le poste chez Tessier. J'ai candidaté pendant 8 mois avant d'avoir un retour. Le livret A, ouvert il y a 2 ans, à la BNP rue de la Paix,
avec 6 200 € dessus, au nom d'Élise Marchand uniquement. Arnaud ne sait pas que ce compte existe. Je me souviens du jour où je l'ai ouvert. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'agence et j'ai pensé « c'est peut-être de la paranoïa ». Et je l'ai ouvert quand même, parce qu'une partie de moi que je n'écoutais pas assez clairement savait déjà que paranoïa et précaution sont parfois exactement la même chose. J'ai rencontré Arnaud à un dîner professionnel, un de ces repas dans le 2e arrondissement où on finit dans un coin à parler pendant 2 heures avec une personne qu'on ne connaissait pas 3 heures plus tôt. Il était beau d'une façon réfléchie, le genre d'homme qui sait exactement l'effet qu'il produit et qui a décidé de l'utiliser. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est sa façon d'écouter. Il vous regardait quand vous parliez. Pas au-delà, pas autour, directement. Comme si vous étiez précisément la personne qu'il attendait de rencontrer ce soir-là. J'ai appris plus tard que c'est une compétence qu'il travaille. Mais quand on a 32 ans et qu'on a grandi dans une maison où personne ne s'expliquait jamais, être regardé aussi directement ressemble à être découverte. On s'est mis ensemble après ce dîner. Il était régulier d'une façon à laquelle je n'étais pas habituée. Des fleurs sans raison, des messages pour savoir si j'étais bien rentrée. Il retenait les détails, le prénom du chat de Camille, comment je prends mon café, le fait que je déteste les surprises. Ce qui rend la suite soit ironique, soit prévisible, selon la générosité qu'on veut avoir. On s'est mariés en octobre, dans une salle du 12e avec 40 personnes. Camille était mon témoin. Elle a dit quelque chose pendant le discours qui m'a fait pleurer. Arnaud a pleuré aussi, ou quelque chose qui y ressemblait, et à ce moment-là, j'y ai cru entièrement, et je veux être honnête avec moi-même sur ce point. Ce n'était pas stupide d'y croire. Les 2 premières années, c'était bien. Vraiment bien même. Il était attentif, on voyageait, l'appartement dans le 15e était plus beau que tout ce que j'avais imaginé avoir à 32 ans. Mais vers la 3e année, quelque chose a commencé à changer. Doucement, sans dramaturgie. Le téléphone posé face contre la table. Les déplacements professionnels qui s'allongeaient. Il rentrait et me demandait comment s'était passée ma journée, et avant que j'aie fini de répondre, il avait déjà redirigé vers la sienne. Je le remarquais. Je ne disais rien. Et je suis encore en train de comprendre ce que ce silence m'a coûté. Il y a 8 mois, j'ai commencé à tenir une liste. Pas de choses qui allaient clairement de travers, juste des choses que je remarquais. Un virement sur le relevé commun que je ne reconnaissais pas. Un prénom sur un ticket de parking. La façon dont il regardait son téléphone quand il vibrait, puis levait les yeux vers moi. La façon dont il avait proposé ce garage. Renard Auto, rue des Batignolles, pour le premier entretien de la BMW, avait pris le rendez-vous lui-même et en avait reparlé 2 fois comme si c'était un service qu'il me rendait. J'ai tout écrit dans un carnet noir, parce que les listes, c'est ce que je fais quand je ne sais pas quoi faire d'autre. Et puis j'ai conduit jusqu'à ce garage un mercredi matin, avec un café dans la main, et je me suis assise dans la salle d'attente. 40 minutes plus tard, Pascal Renard a ouvert la porte et l'a refermée derrière lui. Il était grand, solide, légèrement voûté des épaules, la combinaison bleu marine avec son prénom brodé en blanc sur le côté gauche. Il n'était pas pressé. Il n'a pas adouci ce qu'il avait à dire. Il a tenu son carnet contre sa poitrine et il a dit « Madame, j'ai besoin de vous poser une question et j'ai besoin que vous me répondiez franchement. Est-ce que vous saviez que ce véhicule est équipé d'un second émetteur GPS installé derrière le tableau de bord? Il n'est pas d'origine constructeur. Quelqu'un l'a posé. Et ce dont je me souviens le plus que les mots, plus que n'importe quoi d'autre, c'est la stabilité de sa voix. Comme s'il avait décidé, avant d'ouvrir cette porte, que je méritais d'entendre ça. Et qu'aucune version de la conversation ne changerait cette décision. Il enregistre l'historique de vos déplacements, a-t-il dit, et les transmet en temps réel à un récepteur externe. Quelqu'un reçoit une notification chaque fois que cette voiture bouge. J'ai dit « C'est mon mari qui gère la voiture ». Il m'a regardé, juste regardé, une seconde. Et puis il a dit « Ne vous servez pas du GPS, pas dans cette voiture. Et quoi que vous décidiez de faire ensuite, faites-le depuis un autre véhicule. »
Je suis rentrée dans la BMW parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis garée devant l'immeuble. Et je suis restée là, moteur éteint, les mains sur le volant, à penser à une petite fille de 13 ans qui a compris, en regardant un carnet à spirale marron dans un tiroir de cuisine, que s'organiser, c'est tenir debout. Je suis restée dans cette voiture 9 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge du tableau de bord. Pas le GPS, juste l'heure, neutre et indifférente, qui fait ce qu'elle a toujours fait. 9 minutes. Puis j'ai sorti un ticket de caisse du porte-gobelet et un stylo du fond de mon sac, et j'ai écrit 3 choses en haut du ticket. Ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je dois vérifier. C'est ça ma façon d'être faite. Les émotions arrivent. Elles arrivent fort, vite, par vagues pour lesquelles je n'ai pas toujours les mots, mais en dessous, quelque chose d'autre s'enclenche. Quelque chose qui ressemble moins à de la panique et plus à « D'accord, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Ce que je savais, il y avait dans ma voiture un dispositif qu'Arnaud avait installé sans me le dire. Un dispositif qui enregistrait chacun de mes déplacements, en temps réel, et transmettait ces informations quelque part. Son téléphone, une application, un numéro. Je ne connaissais pas le mécanisme exact, mais je comprenais l'intention. On n'installe pas une balise sur la voiture de sa femme parce qu'on lui fait confiance. On l'installe parce qu'on veut une information qu'elle ne donne pas, ou parce qu'on veut savoir où elle est quand elle croit que personne ne regarde. Ce que je ne savais pas, depuis combien de temps c'était là, si c'était seulement la voiture, s'il cherchait quelque chose de précis, ou si c'était simplement le genre de personne qu'il était devenu, doucement, sans que je le voie. Ce que je devais vérifier, tout le reste. Je suis montée, j'ai préparé le dîner, j'ai mis la table. Quand Arnaud est rentré, j'étais devant les fourneaux, et je lui ai souri, et il a embrassé ma joue, et il a dit que ça sentait bon, et j'ai dit merci, et on a mangé, et j'ai écouté son récit de sa journée, et j'ai ri aux bons endroits. Et j'ai ressenti rien. Pas ce à quoi je m'attendais. J'attendais de la rage, du chagrin, de la peur. À la place, j'ai ressenti une clarté cristalline, le genre qu'on ressent parfois au cœur d'une crise avant que le tremblement commence. Je le regardais, vraiment regardais, peut-être pour la première fois depuis 1 an. La façon dont il tenait sa fourchette, la façon dont il a regardé son téléphone 2 fois pendant le repas et l'a retourné face contre la table les 2 fois. La façon dont il me regardait, la qualité de ce regard, la gestion de ce regard, et j'ai pensé, j'ai confondu ça avec de l'amour. Le lendemain matin, j'ai dit à Arnaud que la BMW faisait un bruit qui m'inquiétait, et j'ai emprunté la voiture de ma collègue Sophie pour aller au travail. Sophie n'a pas posé de questions. Elle m'a tendu ses clés et elle a dit « Tu me la ramènes avec le plein » et c'était tout. J'ai toujours été reconnaissante aux femmes qui vous tendent les clés sans vous demander d'expliquer. À la pause déjeuner, j'ai poussé jusqu'à notre agence BNP, boulevard de Grenelle. J'ai demandé un relevé de 6 mois sur le compte joint, le compte sur lequel j'avais techniquement un accès complet et que je n'avais presque pas regardé depuis 3 ans, parce qu'Arnaud gérait les finances, ce qui est une phrase sur laquelle j'ai eu beaucoup de temps depuis pour réfléchir. La conseillère a imprimé 4 pages. Je me suis assise dans la voiture de Sophie dans le parking et j'ai lu les 4 pages 2 fois. Les virements avaient commencé il y a 8 mois. Petit, espacé, jamais le même montant. 240 € un mois, 620 le suivant, 850 un mardi de septembre. Toujours vers le même numéro de compte. Un compte qui n'était pas à mon nom et qui n'apparaissait nulle part dans nos documents financiers communs. 8 mois de virements, méthodiques, dosés. Le genre de choses qui ressemble, si on ne regarde pas de près, à rien. À une facture récurrente, un abonnement, quelque chose de banal. J'ai photographié chaque page. Ce soir-là, j'ai appelé Camille. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai ouvert le robinet de la douche et je me suis assise sur le bord de la baignoire et je lui ai tout dit. Le garagiste, la balise, le compte, tout. Et Camille, qui a 35 ans et une intelligence qui va droit au but, qui ne m'a jamais dit ce que je voulais entendre à la place de ce que j'avais besoin d'entendre.
Camille a été silencieuse un moment. Puis elle a dit « Élise, j'ai quelque chose à te dire. Et j'ai besoin que tu ne te braques pas avant que j'ai fini. » J'ai dit « Ce genre de phrase finit rarement bien. » Elle a dit « Le dîner de Noël du cabinet d'Arnaud, l'année dernière, celui où tu m'avais emmené. » Je me souvenais. Décembre, un restaurant privatisé dans le 2e, des gens que je connaissais mal et que je ne savais pas replacer par leur nom. Camille avait mis une robe bordeaux. On avait bu 2 verres de vin et on s'était moqué des mises en bouche à voix basse, comme on le fait dans chaque soirée inconfortable depuis qu'on se connaît. Elle a dit « Il y avait une femme qu'Arnaud nous a présentée, Séverine, brune, un blazer camel. Il l'a présentée comme une collègue. » J'ai dit « Je m'en souviens. » Elle a dit « Je les ai vus dans le parking quand je suis allée récupérer mon manteau. Ils ne m'ont pas vue. » Je me suis dit que je me trompais sur ce que je voyais. Élise, je ne me trompais pas. La douche a coulé longtemps après ça. Je veux m'arrêter ici une seconde, parce que je repense souvent à ce moment, pas à la partie sur Séverine, aussi dévastateur que c'était, mais à ce qui venait juste avant. Les virements. 8 mois de petits retraits méthodiques. Un homme qui préparait tranquillement une sortie, en dormant à côté de moi, en évoquant l'idée d'avoir des enfants, en rapportant des fleurs, et en faisant des réservations au restaurant, et en faisant toutes les choses visibles qu'un mari présent fait, utilisant l'architecture de notre vie commune comme couverture pour la démonter. Avez-vous déjà compris que quelqu'un qui était censé vous aimer menait en parallèle une seconde version de la réalité, entière, cohérente, sans que vous le sachiez? Dites-le en commentaire, je veux savoir. Parce que je crois que plus de gens ont vécu dans ce silence précis qu'il n'en parlera jamais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongée dans le noir à côté d'Arnaud, dont la respiration était lente et régulière et complètement ordinaire. Je regardais le plafond. Et je pensais à Pascal Renard, à la façon dont il avait fermé la porte de l'accueil avant de parler, au fait qu'il avait déjà rédigé le constat, le dispositif, les photos, la documentation, avant même que je lui ai rien demandé. Il m'a dit plus tard, quand je l'ai rappelé, qu'il le fait à chaque fois qu'il trouve quelque chose qui ne devrait pas être là. Qu'il y a 19 ans, il a laissé passer quelque chose qu'il n'aurait pas dû laisser passer. Une femme avait eu un accident sur l'A1 2 jours après. Il avait décidé ce jour-là qu'il ne laisserait plus jamais quelque chose glisser, parce que c'était plus simple que de le dire. J'ai appelé le garage le lendemain matin et j'ai laissé un message. J'ai dit « Vous m'avez aidé hier. J'ai besoin de savoir exactement ce que vous avez trouvé et si vous seriez prêt à le documenter formellement. » Il a rappelé 20 minutes plus tard. Il a dit « C'est déjà documenté. Je le fais à chaque fois. Je peux avoir un double prêt pour vous vendredi. » Et quelque chose dans ma poitrine, une tension que je n'avais pas mesurée, s'est relâchée d'1 centimètre. Parce que voilà ce qui se passe quand on est dans la situation où j'étais. On commence à douter de sa propre perception. On se demande si on exagère, si on voit des choses qui ne sont pas là, si le récit qu'on se raconte est le récit paranoïaque. Et puis un homme qui n'a aucun intérêt dans votre vie, aucune raison de mentir, aucune histoire avec vous tend les preuves. Dit « J'ai trouvé, j'ai photographié. Voilà. » Ce que Pascal Renard m'a donné, ce n'était pas seulement de la documentation. C'était la preuve que je n'inventais pas. Arnaud a rapporté des fleurs le soir après le passage au garage. Des roses jaunes, mes préférées. Il les a posées sur le plan de travail de la cuisine et il a dit qu'il réfléchissait à ce qu'on s'était dit sur les enfants, qu'il pensait qu'on était prêts, qu'il se sentait bien dans la direction qu'ils prenaient ensemble. Il était chaleureux d'une façon qu'il n'avait plus été depuis des mois. Présent, attentif, me regardant exactement comme il m'avait regardé ce soir de dîner dans le 2e arrondissement, ou quelque chose qui en faisait une très bonne imitation. J'ai compris, à ce moment-là, ce qui se passait. La BMW était passée au garage, le garage qu'il avait choisi. Il savait que la voiture avait été révisée. Il ne savait pas ce que Pascal avait trouvé, ni ce qu'il m'avait dit, mais il vérifiait. Les fleurs étaient un calibrage. La conversation sur les enfants était un calibrage. Il lisait mon visage pour ce que je savais,
et je devais faire en sorte que mon visage ne dise rien. J'ai pris les roses. Je les ai mises dans un vase. J'ai dit « On en parle ce week-end ». J'ai souri. Et le lendemain matin, j'ai commencé à chercher une avocate. Son nom m'est venu par une consoeur de Camille, une avocate qu'elle avait croisée dans un dossier de droit social et dont elle m'a dit simplement « Elle ne perd pas son temps et elle ne fera pas perdre le tien ». Maître Isabelle Cordier, droit de la famille, cabinet Cordier-Morin, rue du Faubourg Saint-Honoré. Je l'ai cherchée depuis la voiture de Sophie dans le parking de Tessier avant de monter au bureau. J'ai lu 3 avis. J'ai appelé et laissé un message. Son assistante m'a rappelé avant midi et m'a proposé un rendez-vous vendredi, le même jour où la documentation de Pascal serait prête. J'ai passé le reste de la semaine à vivre 2 vies. Celle qu'Arnaud pouvait voir. Normale, posée, une femme qui prépare le dîner et demande comment s'est passée la journée et parle du week-end. Celle d'en dessous, organisée, documentée, précise. J'ai constitué un dossier. Les relevés bancaires, photographiés. Le numéro du compte vers lequel partaient les virements. La documentation écrite de Pascal et ses photos du dispositif que j'ai récupéré le jeudi après-midi dans la voiture de Sophie. Un résumé de 2 pages que j'ai tapé à 23 heures le jeudi soir, assise à la table de la cuisine après qu'Arnaud se soit couché, organisé par catégorie, daté, précis. Je l'ai imprimé au bureau le vendredi matin. J'ai étiqueté le dossier avec rien, pas de nom, pas de titre. Une pochette Kraft ordinaire avec tout à l'intérieur. Le genre de pochette qui ressemble à rien jusqu'à ce que quelqu'un l'ouvre. J'ai beaucoup pensé à qui j'étais pendant ces 4 jours. Je n'étais pas la femme qui s'effondre. Je n'étais pas la femme qui confronte à table avec des accusations sans appui. Je n'étais pas la femme qui appelle sa belle-mère ou envoie un message à Séverine ou fait l'une des choses que la colère suggère et que la lucidité déconseille. J'étais la femme qui fait une liste, qui emprunte une voiture, qui rappelle le garagiste, qui imprime les documents et les range dans une pochette et va travailler chaque jour sans laisser ses mains trembler là où quelqu'un pourrait le voir. J'étais, en d'autres termes, exactement celle que j'ai toujours été. La petite fille de Oisem qui a compris jeune que s'organiser, c'est tenir debout. Le jeudi soir, la veille du rendez-vous, je ne tenais pas en place. J'avais fait tout ce qui était possible avec mes mains. Le dossier était prêt, le résumé imprimé, les relevés rangés par date. Il n'y avait plus rien à préparer. Et c'est l'heure dangereuse, quand le faire s'arrête et que le sentir arrive. J'ai appris Camille à 21h30. Elle a décroché à la 2e sonnerie, ce qui veut dire qu'elle attendait que j'appelle. C'est ça avec Camille. Elle ne vous fait jamais expliquer pourquoi vous avez besoin d'elle. Elle répond. J'ai dit « Je ne sais pas comment entrer dans ce cabinet demain ». Elle a dit « Si, tu sais ». J'ai dit « Et si je me trompe sur tout ?» Elle a été silencieuse un instant. Puis elle a dit « Élise, un homme que tu n'avais jamais rencontré a regardé ce qu'il y avait dans ta voiture et t'a dit la vérité avant même que tu le lui demandes. Tu ne te trompes pas. » Je suis restée avec ça un moment. Elle a dit « Tu veux que je reste en ligne le temps que tu t'endormes ?» J'ai dit « Non, j'avais juste besoin d'entendre ta voix. » J'ai raccroché et je suis allée me coucher. Je suis restée allongée dans le noir à côté d'Arnaud, qui dormait, dont la respiration était lente et régulière et parfaitement ordinaire. J'ai regardé le plafond longtemps, et j'ai pensé à la pochette Kraft sur la banquette passager de la voiture de Sophie, dans le parking de mon immeuble. J'ai pensé à Pascal Renard à son établi, en train de rédiger ce qu'il avait trouvé dans ma voiture, dans un langage professionnel et soigneux, parce qu'il avait décidé 19 ans plus tôt que le silence a un coût. J'ai pensé à la voix de Maître Cordier au téléphone, mesurée, sans précipitation, le genre de voix qui a tout entendu et que rien ne surprend plus, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Et puis j'ai pensé au visage d'Arnaud quand il avait posé les roses sur le plan de travail, à la façon dont ses yeux s'étaient déplacés sur les miens comme un scanner. Et j'ai pensé, il ne sait pas ce que je sais. Il ne sait pas ce qu'il y a dans cette pochette. Et demain, je vais entrer dans le cabinet d'une avocate avec la vérité dans une enveloppe Kraft et je vais laisser quelqu'un d'autre la regarder clairement.
Je dormais avant minuit. J'ai conduit la voiture de Sophie jusqu'au cabinet de Maître Cordier le lendemain matin. L'immeuble est rue du Faubourg Saint-Honoré. Façade haussmannienne, interphone discret, rien qui s'annonce. Je me suis garée et je suis restée quelques minutes avant de monter. J'ai regardé la pochette sur la banquette passager. J'ai pensé à la dernière fois où j'avais ressenti cette qualité précise de peur, et j'ai atterri sur le matin où j'étais partie de Oisem pour Lille, la voiture chargée, ma mère dans l'allée, debout sans rien dire, juste debout. J'avais eu peur ce matin-là aussi. Pas de l'endroit où j'allais, de quitter la chose connue, même quand la chose connue était trop petite et ne suffisait plus. J'ai pris la pochette, je suis entrée. Maître Cordier était déjà à la table de réunion quand l'assistante m'a fait entrer. Elle ne s'est pas levée pour m'accueillir. Elle a juste désigné la chaise en face d'elle d'un geste, comme si on reprenait une conversation. Ça m'a plu immédiatement. J'ai fait glisser la pochette sur la table sans rien dire. Elle l'a ouverte. Elle a lu. Elle n'a pas émis un son pendant 4 minutes. J'ai compté. Puis elle a dit « Vous étiez très organisé ». J'ai dit « Je fais des listes ». Elle a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Elle a dit « En droit français, installer un dispositif de géolocalisation sur le véhicule d'une personne à son insu, dans le but de surveiller ses déplacements, constitue une atteinte à la vie privée au sens de l'article 226.1 du Code pénal. C'est une infraction pénale. Et selon la nature des données collectées, ça peut également relever de la violation de la loi informatique et liberté. J'ai dit « Je ne savais pas ». Elle a dit « C'est pour ça que je suis là ». Elle a déposé ce jour-là une requête en référé pour faire constater l'atteinte et obtenir une ordonnance de protection. Je ne savais pas qu'elle pouvait aller aussi vite. Je me suis assise dans ce fauteuil et je l'ai regardé travailler, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le soulagement particulier d'être en présence de quelqu'un qui est excellent dans ce qu'il fait et qui utilise cette excellence pour vous. Je suis rentrée au cabinet. J'ai rendu les clés de Sophie. Je me suis assise à mon bureau et j'ai fait mon travail. J'ai envoyé des mails, j'ai révisé une note de synthèse, j'ai pris un appel avec un client. Et tout le long, en dessous de tout ça, j'étais consciente de quelque chose de précis et de tranquille qui se passait dans ma poitrine. Pas du triomphe, pas de la rage. Quelque chose de plus ancien et de plus lent que les deux, quelque chose qui se posait. Arnaud a été convoqué au cabinet de son avocate le lendemain matin. Les actes de procédure avaient été signifiés. J'étais en salle de réunion chez Tessier quand mon téléphone a vibré avec un message de l'assistante de Maître Cordier, confirmant la signification. J'ai regardé le message. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était de ce gris plat de novembre à Paris, le genre qui n'arrive pas à se décider entre la pluie et la lumière. Il a appelé 11 fois entre 10 heures du matin et 14 heures. J'ai regardé le téléphone s'allumer sur mon bureau et je l'ai laissé faire. Au 12e appel, j'ai décroché. Il a dit « Élise ». J'ai dit « Je suis au courant pour Séverine. Je suis au courant pour le compte. Je suis au courant pour la balise. » Il n'a rien dit. J'ai dit « Je sais que c'est toi qui as pris le rendez-vous dans ce garage. Le garage du garagiste le plus honnête de Paris, qui a considéré que je méritais de savoir ce qu'il y avait sous mon propre tableau de bord. » Un long silence. Pas le silence d'un homme pris en défaut qui ne sait pas quoi dire. Le silence d'un homme qui recalcule. J'avais entendu ce silence dans des négociations au travail. Je le reconnaissais. Il ne s'effondrait pas. Il cherchait quelle version de la phrase suivante lui coûterait le moins. Cette reconnaissance, que même maintenant, même dans ce moment, il gérait, est l'instant où j'ai compris, pleinement, que je n'avais pas été dans un mariage. J'avais été dans un arrangement géré. Et j'y avais participé de bonne foi, ce qui est la partie la plus difficile à regarder en face. Si ce que je dis résonne quelque part en vous en ce moment, si vous avez déjà su que la personne qui était censée vous choisir ne faisait que vous gérer, appuyez sur j'aime, abonnez-vous. Parce que ce qui vient maintenant est ce qui compte le plus, et je ne veux pas que vous le manquiez.
Il a dit « Je peux expliquer ». J'ai dit « Voilà ce qui va se passer. Je reste dans l'appartement jusqu'à ce que je décide de partir. Tu peux aller à l'hôtel. Tu peux aller chez Séverine. Je m'en fiche sincèrement. Mon avocate sera en contact avec la tienne. » Il a dit « Élise, on peut parler ?» J'ai dit « On parle. Je parle. C'est la conversation. » Et j'ai raccroché. Je me suis assise dans la voiture de Sophie dans le parking de Tessier pendant 22 minutes. Pas 9 cette fois, 22. Parce que cette fois, je me suis autorisée à ressentir. Tout, dans l'ordre. La colère d'abord, nette et propre. Puis le chagrin, qui était différent de ce que j'attendais. Ce n'était pas du chagrin pour Arnaud, pas exactement. C'était du chagrin pour la version de l'histoire que je m'étais racontée sur ma propre vie. Le récit dans lequel j'avais choisi juste. Dans lequel être regardé directement à travers une salle de restaurant signifiait quelque chose de durable. Puis autre chose à traverser. Plus calme. En dessous de tout. J'ai essayé de le nommer et je n'ai pas pu. Pas exactement. C'était quelque chose comme « Je suis sortie de la voiture avant qu'elle devienne une cage ». J'ai pensé à Arnaud dans son bureau après l'appel, à ce à quoi il devait ressembler maintenant. Pas l'homme contrôlé et agréable qui rapporte des roses par la porte du parking et fait des réservations au restaurant et retire son alliance dans certaines circonstances. J'ai pensé à la version en dessous, celle que j'avais entrevue parfois à 3 heures du matin quand il croyait que je dormais. Plus petit, peureux de quelque chose que je n'avais jamais réussi à voir clairement. Un homme qui avait décidé, quelque part en chemin, que contrôler son monde était la seule façon d'y rester en sécurité, et qui avait construit une structure si élaborée autour de cette décision qu'il ne voyait plus ce qu'elle coûtait aux gens qui vivaient à l'intérieur. Je ne lui pardonne pas. Je veux être claire là-dessus. Je ne crois pas que ce qu'il a fait soit quelque chose que je suis tenue de transformer en paix intérieure. Mais je peux tenir simultanément le fait qu'il est un être humain complet, que sous la Breitling et les silences gérés, il y a quelqu'un qui a genuinement peur de quelque chose, et savoir que comprendre la peur de quelqu'un ne vous oblige pas à rester à l'intérieur avec lui. J'ai appelé Camille depuis le parking. Elle a décroché à la première sonnerie cette fois. J'ai dit « Ça va ?» Elle a dit « Je sais ». J'ai dit « Comment tu sais ?» Elle a dit « Parce que tu m'as appelé au lieu de pleurer toute seule dans ta voiture. » Ce qui était vrai. Et qui était nouveau, et qui voulait dire quelque chose que je n'avais pas encore les mots pour formuler. J'ai démarré. J'ai roulé jusqu'à l'immeuble. Je me suis garée devant, et j'ai pris le temps de rester 2 minutes. Pas 22, pas 9, 2. Puis j'ai sorti le badge de contact de la voiture de Sophie. Je l'ai tenu dans ma paume un instant, ce petit objet banal qui ne rapportait rien à personne, et je suis montée. Je n'ai pas regardé en arrière. La chose avec les conséquences, c'est qu'elles ne s'annoncent pas. Elles arrivent, tranquillement, par les gens qui rappellent encore. Camille m'a appelé un dimanche, 3 semaines après la signification des actes, 2 semaines après qu'Arnaud eut emménagé dans un appartement de service à Neuilly, 1 semaine après que Maître Cordier eut transmis à son avocate la documentation complète incluant le rapport écrit de Pascal et ses photographies. Camille a appelé à son heure habituelle, 10 heures du matin, et j'étais dans la cuisine à faire du café et la lumière entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier, comme elle le fait en novembre à Paris. Basse et dorée et légèrement timide, comme si elle savait qu'elle ne resterait pas. Elle a dit « Alors, les choses se savent ?» J'ai dit « Dis-moi ». Elle m'a dit que le cabinet d'Arnaud avait été informé de l'ordonnance. Ces choses ont une façon de circuler dans les milieux professionnels, surtout dans une ville assez grande pour qu'on s'y croie anonyme et assez petite pour être un village. Elle m'a dit que Séverine avait discrètement demandé à changer d'équipe. Elle m'a dit que 2 personnes qu'Arnaud considérait comme des amis proches avaient cessé de répondre à ses messages. Pas de façon dramatique, pas avec confrontation, juste le retrait progressif de gens qui avaient fait un calcul tranquille et décidé qu'ils ne voulaient pas être adjacents à ce qu'il avait construit. J'ai écouté tout ça debout à la fenêtre de la cuisine, avec mon café qui refroidissait. Je n'ai pas ressenti de satisfaction.
Je veux être honnête là-dessus, parce qu'il y a une version de cette histoire où je suis censée me sentir vengée, où ce qui arrive à la personne qui m'a fait du mal arrive comme une résolution. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai ressenti ressemblait davantage à de la fatigue. Une fatigue profonde et structurelle, le genre qui vit dans les os plutôt que dans les yeux, le genre qui vous dit que quelque chose a été maintenu sous tension très longtemps et vient d'être autorisé à se relâcher. J'ai dit « Comment sa mère prend ça ?» Camille a dit « Comme tu imagines. » J'ai dit « C'est ce que je pensais. » Sa mère, Françoise, m'avait appelé une fois, 11 jours après la signification, avant qu'elle connaisse l'étendue de ce que contenait la pochette. Elle avait été mesurée au téléphone, posée. Elle avait dit qu'elle espérait qu'on trouverait un chemin, qu'elle croyait en l'institution du mariage, qu'elle pensait que le dialogue était toujours la réponse. J'avais tout écouté, et puis j'avais dit, très calmement, « Françoise, votre fils a installé une balise de géolocalisation dans ma voiture à mon insu. Ce n'est pas un problème de communication, c'est une infraction pénale. » Elle n'avait plus rappelé. Je ne lui en veux pas. Elle faisait ce que font les mères, protéger la version de son enfant qu'elle avait besoin de croire. Je comprends cette impulsion. J'ai été élevée par une femme qui n'a jamais cessé de protéger ses enfants, même quand les protéger signifiait faire comme si certaines choses n'existaient pas. Ce que je ne pouvais plus faire, c'était faire comme si. La première personne à revenir n'était pas celle que j'attendais. C'était Sophie, ma collègue, celle qui m'avait prêté ses clés sans demander pourquoi. Elle a frappé à la porte de mon bureau un après-midi, environ 1 mois après, et elle a dit « Je voulais juste que tu saches que je voyais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi, mais je voyais. » Elle n'a pas dit « désolée », elle n'en a pas fait quelque chose qui lui appartenait. Elle a juste dit ce qu'elle avait observé, et elle est repartie. J'ai pensé longtemps à ça après, comment parfois la reconnaissance la plus importante n'est pas des excuses. C'est juste quelqu'un qui dit « je l'ai vu ». J'aurais dû le dire plus tôt. Camille est venue passer un week-end en novembre. Elle a dormi dans la chambre d'amis et on a passé les 2 nuits à parler à la table de la cuisine jusqu'à 2 heures du matin, comme on le faisait à Lille quand on révisait ensemble et que les nuits n'avaient pas de limite claire. Elle n'a pas essayé de me faire aller mieux, elle est juste restée. Je crois que c'est la chose la plus sous-estimée qu'une personne puisse faire pour une autre. Pas réparer, pas recadrer, juste rester à l'intérieur de la chose avec vous, jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose que vous pouvez porter autrement. Ma mère a appelé un mercredi. Elle avait su. Camille lui avait dit, prudemment, par morceaux. Ma mère n'est pas une femme qui pleure facilement, ni qui dit la grande chose quand une petite suffira. Elle a appelé et elle a dit « Tu manges ?» J'ai dit oui. Elle a dit « L'appartement est chauffé ?» J'ai dit oui. Elle a dit « Bien. » Et puis elle a été silencieuse un moment et elle a dit « J'ai toujours pensé qu'il écoutait trop. La façon dont il te regardait quand tu parlais, c'était pas de l'amour, c'était de l'inventaire. » J'ai dû poser le téléphone un instant. Ma mère, qui n'a de mémoire jamais nommé une vérité émotionnelle directement, venait de me donner la description la plus précise de mon mariage que j'ai jamais entendue. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'inventaire. J'ai pensé à toutes les années où j'avais voulu qu'elle dise simplement la chose. Et là, c'était dit, dans sa voix, basse et certaine, un mercredi matin de novembre que je n'attendais pas. J'ai repris le téléphone. J'ai dit « Je sais ». Elle a dit « Viens à Lille pour Noël ». J'ai dit « D'accord ». Environ 6 semaines après la séparation, je me suis assise et j'ai écrit une lettre à Arnaud. Pas parce que Maître Cordier me l'avait conseillé, elle était neutre sur ce sujet, mais parce que j'avais besoin de dire quelque chose qui ne passait pas par les avocats. Pas pour lui, pour moi, parce que j'ai toujours eu besoin de nommer les choses sur papier avant de pouvoir les poser. Je ne l'ai pas envoyée pendant 3 jours. Je la relisais chaque matin et je la corrigeais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de colère dedans. Pas parce que la colère n'était pas réelle, mais parce que la colère n'était pas ce que j'avais besoin qu'il reçoive. Ce que j'avais besoin qu'il reçoive, c'était de la clarté. J'avais besoin qu'il sache que je comprenais ce qu'il avait fait, pas de façon accusatoire,
mais de la façon dont on comprend une chose quand on l'a regardée sous tous les angles et qu'on en a retiré tous les alibis. La lettre disait, au milieu, « Tu ne m'as pas surveillé parce que tu m'aimais trop. Tu m'as surveillé parce que tu avais peur de ce que je ferais de ma propre liberté. » Et la différence entre ces deux choses, c'est la différence entre un mariage et une cage. C'était la ligne, celle que je portais depuis des semaines sans savoir comment la formuler. Je l'ai lue à Camille au téléphone le soir avant de l'envoyer. Debout dans la cuisine, même endroit, même lumière basse de novembre. Elle a été silencieuse longtemps. Puis elle a dit « En voilà ». Je l'ai envoyée le lendemain matin. Arnaud n'a pas répondu. Je ne m'y attendais pas. La lettre n'était pas une question. Maître Cordier a appelé 2 semaines plus tard pour me faire un point. Elle m'a dit que la procédure avançait, que l'avocat d'Arnaud s'était montré coopératif, d'une façon qui suggérait qu'Arnaud comprenait la position dans laquelle il se trouvait. Elle m'a dit que les irrégularités financières, les 8 mois de virement, allaient être traitées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a dit « Vous vous étiez préparé de façon très sérieuse, ça compte ». J'ai dit « J'avais un bon garagiste ». Elle a ri, un vrai rire, surpris, et c'était le meilleur son que j'avais entendu depuis des mois. J'ai commandé une autre voiture. Rien de luxueux, rien qui ait besoin de s'annoncer. Une Citroën C5 Aircross grise d'occasion, 80 000 km, historique propre, GPS installé par le constructeur et par personne d'autre. Je l'ai récupérée un mardi après-midi et je me suis assise dans le parking du concessionnaire exactement 0 minute avant de démarrer. Je n'avais pas besoin de m'attarder. Il n'y avait rien dans cette voiture à régler. Je suis rentrée avec les fenêtres entr'ouvertes, même s'il faisait 8 degrés, parce que je pouvais. Parce que personne ne recevait de notification. Parce que ma localisation m'appartenait à nouveau, privée, banale, entièrement mienne. Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 37 ans, et je sais maintenant ce que ça fait d'être garé devant chez soi, en comprenant que la vie qu'on croyait habiter en était une version gérée, surveillée, soigneusement entretenue par quelqu'un d'autre qui en faisait les calculs pendant qu'on croyait en elle. Je sais ce que ça fait de faire glisser une pochette Kraft sur la table d'une avocate et de la laisser regarder la vérité clairement. Je sais ce que ça fait de conduire une voiture qui ne rend de compte à personne. Je sais ce que ça fait d'occuper exactement la place que j'occupe, sans me corriger. La BMW est partie dans la liquidation. Arnaud la voulait, ce qui dit quelque chose, même si je ne suis pas sûre de quoi exactement. L'allée est vide le matin maintenant, sauf pour la Citroën, grise dans la lumière plate de l'hiver. Certains matins, je m'arrête à la fenêtre de la cuisine avec mon café et je la regarde. Juste une voiture, juste la mienne. Je pense à Pascal Renard parfois, au fait qu'il avait rédigé le constat avant même que je le rappelle. À la femme de l'A1, il y a 19 ans, dont l'accident il porte comme une dette qu'il rembourse en petits actes précis d'honnêteté. Je pense à ce que ça veut dire qu'une conscience étrangère puisse devenir le point de bascule de l'histoire de quelqu'un d'autre. Je pense à combien j'ai failli conduire cette voiture encore 1 an, encore 2 ans, sans jamais savoir. J'ai envoyé un mot à Pascal, pas long, juste « Merci d'être le genre de personne qui ferme la porte avant de parler ». Il m'a répondu. Son mot disait « Prenez soin de vous, revenez quand la Citroën aura besoin de sa première révision. » Je reviendrai. Avant de vous quitter, je veux vous poser une question, et je la pose vraiment parce que cette histoire a été longtemps en moi et la mettre ici, pour vous, compte plus que je ne sais le dire. Est-ce que quelqu'un vous a dit la vérité à un moment où il lui aurait été plus simple de se taire? Un inconnu, un garagiste, une collègue qui vous a tendu ses clés sans vous demander pourquoi, quelqu'un qui n'avait aucune obligation envers vous et qui a quand même été là? Laissez-le en commentaire. Je les lis tous, vraiment. Si cette histoire vous a touché, si une partie a atterri quelque part de réel en vous, appuyez sur j'aime, abonnez-vous pour être là pour la prochaine et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que la vérité finit toujours par trouver ceux qui sont prêts à l'entendre. Je reviens bientôt. Prenez soin de vous.